vraiment de l'intelligence qui se dégage ici. Parce que nous les suivions tantôt de loin en direct, leurs vidéos comme ça. Mais aujourd'hui en présentiel, c'est vraiment une très bonne chose. Nous vous demandons de pouvoir nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram et j'en passe. Alors, je vous salue et vous accueille au nom de tout le comité organisateur de ce débat citoyen. Je suis Julia et j'aurai le plaisir d'animer ce panel. Je serai donc humblement le pont entre vous et les panélistes. Mais avant tout, j'aimerais qu'on s'arrête un tout petit peu pour que vous puissiez vous applaudir, parce qu'il est déjà 14 h juste et vous êtes dans la salle et nous sommes en train de tenir ce panel. Merci pour votre ponctualité et j'aimerais que vous applaudissiez. Alors, chers tous, la prochaine banque agréée en RDC est d'origine tanzanienne. Vous n'êtes pas sans le savoir puisque c'est actuellement l'objet de l'actualité. Aussi, nous avons 7 ministres sous le guide du ministre de l'économie qui sont actuellement en train de négocier avec l'Afrique du Sud, la Zambie et bien d'autres pays pour la vente ou mieux l'importation du maïs et d'autres dérivés dans le sud du pays. Okay ? Cette situation est déplorable mais surtout récurrente pour le Grand Katanga qui tombe souvent en rupture de stock de maïs et ses dérivés. Et pourtant, il y a eu plusieurs programmes qui ont été initiés, plusieurs projets agricoles qui ont été initiés, tantôt par le gouvernement, tantôt par la BAD, tantôt par la Banque mondiale. Mais la quasi-totalité de ces projets ont connu des échecs. Alors la question se pose, pourquoi? C'est justement le sujet de ce thème que nous allons aborder aujourd'hui. Nous allons tenter ensemble de diagnostiquer les erreurs ou les échecs dans les initiatives agricoles de la RDC dans une période allant de 2000 à 2022. Alors sans plus tarder, je vais inviter sur ce plateau des panélistes brillants et intéressants. Vous allez pouvoir les découvrir. J'ai ainsi cité M. Didier Moumengi, sous vos applaudissements. Il est écrivain et penseur. Je vous en prie, prenez place. Ensuite, je vais inviter M. Nico Minga. Il est expert international des questions de développement. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous avons également M. Kachimulumba de la Bio-Agro-Business qui est représenté par le professeur Ntoto Roger, que je vous prie d'accueillir chaleureusement pendant qu'ils prennent leur place. Nous avons également Mme Alice Mirimo qui est directrice générale de FNPSS. Je ne sais pas si Mme Alice est déjà dans la salle. Elle va pouvoir nous rejoindre. Enfin, nous avons M. Zoumana Bamba, qui est directeur représentant et résident de l'Institut international de l'agriculture tropicale en RDC. Sous vos applaudissements, encore une fois. Applaudissez très fort, s'il vous plaît. Alors, chers panélistes, bonjour. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir. Je vous prie de prendre vos places, s'il vous plaît. Alors, d'entrée de jeu, je vais vous dire que j'ai un gros défi, celui de la gestion du temps. Alors, on va essayer ensemble de diagnostiquer ces échecs en 40 minutes. Je saurai compter sur vous pour qu'on y arrive. OK ? Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous-même, vous puissiez vous présenter. Qui êtes-vous et que faites-vous dans la vie, s'il vous plaît? Pendant 2 minutes pour chacun. La parole est à M. Didier qui a déjà le micro. Allô. Allez-y. Allô. Moi, je suis Didier Moumengi, sénateur et écrivain. Très bien. Ensuite. Bonjour, je m'appelle Zoumana Ousmane Bamba. Je suis le directeur régional de l'Institut international pour l'agriculture tropicale.
et je suis aussi représentant de cette institution à RDC. Vous entendez? Excusez-moi. Essayez Allô? juste de parler plus haut. On va se contenter des voix, hein. On a un petit souci technique avec les micros. Ah, ok. Ok, d'accord. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Zoumana Ousmane Bamba. Je suis directeur régional pour l'Afrique centrale de l'Institut international d'agriculture tropicale et représentant de cette institution en RDC. Bonjour à tous. Bonjour. Nico Minga, je suis consultant en développement et je suis congolais. Donc je m'occupe des questions de développement en général, mais particulièrement liées à l'énergie, où je me suis spécialisé l'énergie et l'environnement. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Alphonse Roger Toto Vubu. Je suis agroéconomiste et professeur d'université. J'ai assumé les responsabilités de chef de département d'économie agricole à l'université de Kinshasa pendant près de 10 ans et actuellement je suis consultant aussi pour la Banque africaine de développement en matière de développement agricole. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir, hein. Alors, ainsi présenté, chers panélistes, nous allons déjà commencer, ce thème qui nous réunit aujourd'hui. Quelle est la lecture que vous faites déjà du secteur agricole, mais aussi quel est le diagnostic? D'abord le diagnostic, pour ne pas parler ensuite des pistes de solutions. Donc, quel est le diagnostic que vous pouvez poser sur les échecs des programmes ou initiatives successivement proposés, mais qui n'ont pas atteint des résultats escomptés? On va à chaque fois y aller par M. Didier et ensuite... J'ai la malchance d'être sur le premier. D'accord. Merci beaucoup, madame. Je félicite d'abord cette organisation. Ces moments de connexion entre Congolais. Alors, pour répondre rapidement à votre question... Pour répondre rapidement à votre question, madame, il faut considérer que nos échecs agricoles successifs incarnent toutes les faiblesses de notre société, qui sont à la fois anthropologiques, sociologiques, politiques, économiques. C'est un échec total de la réorganisation de la vie nationale après l'indépendance. Mais il y a des raisons aussi psycho-historiques qui expliquent cet échec. Vous savez, au début de l'État indépendant du Congo, en 1890, avec l'avènement de l'automobile, donc de l'invention du pneu par Dunlop, l'Écossais, 2 ans après la conférence de Berlin, le caoutchouc était devenu un produit commercial internationalement très compétitif. Donc la colonie avait besoin de rivaliser d'autres pays grands producteurs du caoutchouc. Ainsi, Léopold II va imposer la culture du caoutchouc et intimer l'ordre aux Congolais d'abandonner leur culture, leur chasse, leurs pratiques agricoles traditionnelles. Il a fait venir un lieutenant-colonel, Léon Fivez, qui est venu avec une politique simple, mais d'une cruauté innommable. Il a imposé d'abord aux Congolais d'oublier leur culture et de ne faire que la culture du caoutchouc. 2 kilos par adulte, 1 kilo par enfant de moins de 18 ans. Celui qui n'amène pas cette sommation de production a les 2 mains coupées. Celui qui n'amène rien du tout a les mains et les pieds coupés. Cette pratique a généré un traumatisme terrible. Nous sommes la seule colonie au monde à avoir traversé par cette tragédie. Et du coup, le terme agriculture a pris
le lexème colonna. Parce que dans nos subconsciences, dorénavant, faire l'agriculture, c'est faire le travail de la colonie. Et aujourd'hui en lingala, colonna, ça veut dire qu'on sait l'agriculture, faire l'agriculture. Nous ne sommes pas nombreux à savoir que colonna est une colonie. Ça vient de colonie, le travail de Fivez. Alors lorsque, corrélativement à cette pratique abominable, on met en place la stratégie de l'immatriculation, donc ne peut quitter cette pratique agricole pour rejoindre la vie, entre guillemets, d'aisance et d'inspiration européenne. Vous êtes immatriculé, vous devenez évoluer. Au lendemain de l'indépendance, le départ de Belge voulait dire, pour la plupart des Congolais, cesser des colonnes, Kotika colonne, devenir aussi évoluer comme les autres. Pour faire vite, 63 ans après, ce qu'il faut constater au-delà de l'agriculture, c'est le dégoût du Congolais pour le travail de la terre principalement. Et le travail de la terre est réduit à la subsistance parce que on ne peut faire la terre que lorsque on est dans un besoin de subsistance. Voilà pourquoi un pays immensement doté des potentialités agricoles incroyables, n'a pas un seul entrepreneur industriel agricole. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Si vous en connaissez un, j'aurais bien voulu le rencontrer. Voilà le constat que je fais. Et cette manière de nous regarder nous-mêmes a généré une disjonction sociétale. On n'a pas que quitté la terre, on a quitté notre histoire, on a quitté notre être véritable et profond. Nous sommes devenus une société bipolaire. La société d'en haut, celle des élites, celle des politiques et des intellectuels, ne s'inspire pas de nos réalités, au point de méconnaître que ces pays, c'est 80 millions d'hectares de terres arables. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Je m'arrête là? Oui, oui, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ce petit diagnostic qui nous remonte un peu à l'histoire même du secteur agricole, ce dégoût finalement qui vient des pratiques traumatisantes de l'époque. Alors ma question est pour Monsieur Zoumana, qui est juste à côté. Quel est votre diagnostic que vous posez également à ce sujet? Okay, moi, je vais l'aborder sur un plan. Technique et je peux faire une petite comparaison entre la RDC et Israël. Ce pays est un pays désertique. Je ne sais pas. Ok. Et peut-être garder le micro et avancer peut-être un tout petit peu. Je vais aborder le sujet sur un plan technique et technologique. Si vous comparez la RDC avec Israël, par exemple, qui est un pays complètement désertique, vous pouvez comprendre que c'est une question d'investissement, d'environnement propice, comme tout secteur, pour créer les affaires. Parce que ce que le professeur vient de dire, c'est vrai qu'on a créé un dégoût. Mais en même temps, nous n'avons pas pris la peine de considérer l'agriculture comme un secteur profitable, comme une activité commerciale. La preuve, vous mangez, vous importez, les gens font de l'argent sur notre dos. Or, nous pouvons les produire ici. Donc cela veut dire, le diagnostic c'est quoi? C'est que dans tous les pays, comme la RDC, il faut nécessairement créer les conditions pour faire en sorte que l'agriculture puisse se développer. Par exemple, je prends la filière manioc. Le manioc est considéré comme une culture industrielle. Il y a plus de 99 produits dérivés, dont l'alcool. Mais en RDC, qu'est-ce qu'on produit à partir du manioc? C'est juste la farine. Il y a quelques unités de transformation
pour l'amidon, etc. Mais il n'y a rien d'autre. Mais il y a aussi, quand on parle d'investissement, est-ce que les banques prêtent aux agriculteurs? Les banques ne prêtent pas aux agriculteurs. Si vous voyez les pratiques, comme il a dit, les pratiques culturelles, les gens ont toujours la machette. Et aujourd'hui, on ne fait pas la mécanisation. Comment voulez-vous qu'un jeune qui est parti, qui a étudié, qui a une maîtrise, puisse investir dans le secteur agricole s'il n'y a pas un environnement propice? Il faut inciter les jeunes, les investisseurs à investir dans le secteur privé. Sans cela, ça ne peut pas marcher. Merci beaucoup, Monsieur Zoumana. Je note là un diagnostic technique, technologique, mais aussi un problème de financement. OK? La parole est à Monsieur Nico. Moi, je vais aborder la question de l'état des lieux en fonction de l'importance même qu'on accorde à l'agriculture. Parce que quand vous regardez notre budget, je crois que c'est autour de 6%, vous comprenez déjà l'importance qu'on accorde à la question. Et ça a augmenté, on était à 3% en 2008 de la contribution de l'agriculture au PIB. On est monté 20% en 2019 et là on est autour de 36% avec les efforts qui sont en train d'être faits. Vous comprenez qu'on n'a pas pris ça comme un élément important de notre développement. Ça part déjà de notre conception de ces beaux métiers. Partout dans le monde, les économistes de tous bords sont d'accord que c'est la base de tout développement. Et pour tous les pays qui sont aujourd'hui développés, ils n'ont pas commencé par Wall Street ou bien par l'économie numérique, non. C'est avec la houe, avec les tracteurs et tout ça, c'est l'agro-industrie. Parce que déjà, nous, quand on parle de l'agriculture, il faudra qu'on ne se limite pas simplement à la production primaire, c'est-à-dire les houes avec nos mers et tout ça. C'est une industrie de beaucoup de milliards, parce que de plus en plus, on parle d'agro-production. Agroproduction qui parle des éléments déjà des bases, mais il y a toute la valorisation que nous ne faisons pas. C'est là où j'aimerais dire que l'échec qu'on peut observer aujourd'hui n'a pas commencé les 2 dernières années. C'est une accumulation d'inconscience ou de manque de sérieux ou de manque d'importance de ce domaine-là. Et ça s'est traduit par les habitudes. Aujourd'hui, quand vous vous présentez en RDC, vous vous dites « je suis agriculteur » dans la salle à Bilanga, on vous prend pour un monsieur qui n'est pas important dans la société. Or, je dois vous dire aujourd'hui, les plus grandes fortunes, en Europe par exemple, vous verrez, c'est des gens qui font du betterave, qui font du maïs, et c'est des grands patrons. Quand ils arrêtent les autoroutes en France ou en Belgique, tout ça, tout le monde se met debout. Mais ici, c'est cette importance déjà, donc on n'a pas valorisé le secteur, pour commencer. Et quand on n'a pas valorisé le secteur, ce n'est pas simplement dans la société, mais aussi par rapport aux politiques publiques. Il n'y a pas eu un engagement sérieux, il n'y a pas eu une impulsion sérieuse. Monsieur parlait des banques qui ne prêtent pas, mais les banques qui prêtent aux agriculteurs, ce n'est pas les banques commerciales, c'est des banques sectorielles. Vous avez des banques de développement dédiées à ces secteurs. Mais ici, on n'en a pas. Pourquoi on n'en a pas? Parce que ce n'est déjà pas important par rapport à notre budget. Ce n'est pas important par rapport à notre vision. Donc, on s'est contenté d'avoir des économies de rente parce que c'était quand même plus intelligent, plus facile et plus, je vais dire, abordable d'avoir les rentes des mines. On ne fait rien, c'est plus pratique. Et là, j'ai envie de dire qu'on a été un peu fainéant pendant un nombre d'années et il est grand temps que ça change. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Nico. Je note pour vous un problème d'inconscience, d'accumulation justement d'inconscience, dévalorisation même du secteur. Et également un problème de politique publique. Tout à fait. OK. Alors, le diagnostic est ainsi posé pour vous. La parole est à Monsieur Roger. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, l'auditoire. Je vais compléter les éléments anthropologico-historiques qui ont été développés par mes prédécesseurs, techniques et même politiques, n'est-ce pas, pour aller dans des questions beaucoup plus opérationnelles, qui font que beaucoup de nos projets n'arrivent pas au succès escompté. Au niveau opérationnel, je diagnostique 3 grandes faiblesses. La première faiblesse est au niveau de la programmation des projets, programmes pour le développement de l'agriculture. Généralement, ici, contrairement à d'autres pays qui évoluent nettement mieux que nous avons une programmation isolée. On fait une programmation d'un projet de maïs à
Kanyamakasese, un projet de manioc en Gandajika. C'est des petites actions isolées qui ne s'inscrivent pas dans un continuum et qui ne peuvent pas créer une réelle dynamique qui va pousser le secteur agricole vers l'avant. Ça, c'est un élément très important. Et au niveau de la qualité à l'entrée des projets, il y a énormément de problèmes. Je me souviens, dans l'ancien temps, il y avait tout un service au niveau de la présidence qui s'occupait de centraliser toutes les études sectorielles qui étaient réalisées à travers les pays, et c'était pratiquement la mémoire technique et historique du pays. Aujourd'hui, quand on veut mener un projet, on perd énormément de temps à réaliser des études, par exemple. Un projet de 5 ans, mais vous allez faire des études pendant 2 ans, 3 ans et demi. Parce que c'est des conditions préalables pour la mise en œuvre des projets. Donc, on ne peut pas avoir des résultats dans un projet de 5 ans, par exemple, où on a perdu des années et demie à faire des études. Et le troisième niveau, où je trouve qu'il y a énormément de problèmes, c'est dans la mise en œuvre. Évidemment, la mise en œuvre dépend aussi de la qualité à l'entrée, parce que parfois, quand on va mettre en œuvre un projet, on perd du temps à discuter sur les cadres institutionnels de la mise en œuvre d'un projet. On perd du temps à recruter une équipe de projet parce qu'on veut avoir telle tête là-bas, compte tenu des considérations politiques ou quoi, n'est-ce pas? Et on veut avoir ceci et on perd énormément du temps, n'est-ce pas? Et ça fait que on n'arrive pas au résultat. Et lorsque vous avez mal recruté dans un projet, ça j'insiste, vous n'aurez jamais de résultats. Les résultats dépendent de la qualité du recrutement que vous avez fait au départ pour que, avec des valeurs techniques et morales, qu'on arrive à la convergence vers les résultats. Voilà résumé en quelques mots les aspects opérationnels. Merci beaucoup, Monsieur Roger, pour vos 3 points essentiels orientés sur l'opérationnel. Donc, un problème de programmation isolée en lieu et place des programmations intégrant toutes les ressources agricoles. Un problème également de qualité de projet, mais aussi un problème de mise en œuvre. Alors, bienvenue à Madame Alice qui nous rejoint. Madame Alice, la question est la suivante. Quel est vous le diagnostic que vous posez aux initiatives agricoles en RDC? Initiative échouée. Merci beaucoup. J'avais dit à M. Kiteng, je ne voulais pas parler des échecs, je voulais plutôt parler des réussites et des perspectives de consolider les réussites. Mais je on ne vous entend que... pas, on a un petit problème technique. Si vous pouvez juste parler à haute voix, s'il vous plaît. Je disais que j'avais dit à M. Kiteng que j'avais du mal à parler des échecs parce que moi, j'ai du mal à m'éterniser sur ce qui ne marche pas parce que ça m'empêche de voir mieux. Mais quand vous posez la question, je suis en train d'adhérer à ce que mon prédécesseur vient de dire, hein, parce que j'ai prévu de vous partager une des réussites que nous sommes en train de faire au niveau de 2 provinces, donc le Haut-Katanga et le Lualaba, dans le cadre du projet d'appui au bien-être alternatif des jeunes, des enfants et jeunes impliqués dans la chaîne d'approvisionnement du cobalt. C'est vrai. Ce qu'il a dit est vrai, totalement vrai. Les études de faisabilité qui devaient être réalisées au préalable avant que nous puissions construire notre centre modèle de promotion des jeunes en agro-business. Effectivement, ces études devaient prendre 2 mois, mais ça a fait 1 année parce qu'il y a eu la Covid. La société israélienne qui devait nous aider à venir dupliquer le modèle de Kibbutz qui se passe en Israël a vu ses frontières fermées pendant 6 mois. Et donc, ils ont fait leurs 2 mois, mais il y a eu des aléas qui ont fait que ça n'a pas été fait. Effectivement, ça, c'est parmi les plus grandes raisons des échecs. Je me rappelle quand nous étions en train de collecter des initiatives dans le cadre du programme d'urgence intégrée développement communautaire, le PUDC, qui a été validé au niveau du gouvernement. J'avais reçu beaucoup d'études de faisabilité qui étaient venues du ministère de la Reconstruction, le secrétariat général de la Reconstruction. Et il y avait une étude intéressante qui montrait comment valoriser nos ruisseaux, nos cours d'eau, en faisant des petits barrages là, hydrauliques dans nos villages et tout. C'est une étude qui a plus de 500 pages, hein, mais qui est restée dans le bureau du secrétaire général jusqu'à ce jour. Financée par le CTB, PNUD et les autres, mais des bons projets, mais qui n'ont pas pu être opérationnels.
Effectivement, on doit réfléchir pour savoir, les études, c'est des contraintes. On doit faire les études. On ne peut rien envisager sans faire les études. Et puis, c'est un secteur aussi trop aléatoire parce que les climats et tous les aspects liés au sol, ça fait partie des préalables à analyser. Sinon, vous amenez le manioc là où on doit faire le maïs, vous amenez les arachides là où on ne devrait pas le faire, et ça vous amène des échecs. Un autre élément d'échec, c'est l'accès au crédit. Parce que dans beaucoup de banques, surtout nos banques commerciales, en tout cas, quand vous amenez un projet agricole, c'est vraiment hypothétique. Hein. Déjà, la garantie, on ne sait pas prendre votre champ comme garantie. Parce que déjà, les documents pour couvrir juridiquement les champs, c'est l'arrêté du ministre ou alors le document signé par le gouverneur de la province. Pour l'obtenir, c'est aussi un casse-tête. Le temps que tu te bats pour sécuriser la terre, la saison vous rattrape parce que jusque-là, nous travaillons avec des saisons, saison 1, saison 2. Merci, et vous avez raté donc la saison parce que vous êtes derrière toutes ces démarches-là. Donc, je crois qu'en termes d'échec, ça fait partie des éléments quand même qui nous retardent. Merci beaucoup, Madame Alice, pour votre intervention qui rappelle un peu ce qu'a dit vos prédécesseurs. Alors, le diagnostic ainsi posé, nous allons essayer de réfléchir sur les pistes de solutions. Chacun de vous dans son domaine d'expertise, qu'est-ce que vous pouvez proposer pour justement solutionner ces échecs récurrents qui, plus tard, si on ne fait rien, pourraient justement emmener une crise agricole? Merci, Madame. Madame, tout à l'heure, a parlé des kibbutz. Et son organisation avait fait appel à un spécialiste des kibbutz pour lancer cette expérience dans notre pays. Mais aujourd'hui, pour revenir à l'actualité, la crise entre l'Ukraine et l'Union soviétique et la Russie a étonné le monde par le fait que nous apprenions tous que l'Ukraine est une puissance agricole en Europe. En effet, une des raisons de cette crise, c'est aussi l'agriculture. Parce que l'Ukraine, c'est le deuxième réservoir de terres fertiles en Europe. 32 millions d'hectares de terres fertiles en Europe. L'expérience des kibbutz en 1909, c'est une personne, Aleph, qui a rêvé de rentrer, il était de nationalité russe, de rentrer en Israël, qui était alors en Palestine, au sein de l'Empire ottoman, et a lancé l'expérience des kibbutz en 1909. Aujourd'hui, les kibbutz, c'est 25% de la production agricole israélienne. Alors moi, la solution, c'est qu'après 47 projets, plans infertiles, j'ai compté de 65 à aujourd'hui. 47. 47. De 1965 à aujourd'hui, notre pays a produit 47 projets, plans, programmes agricoles totalement infertiles. Mais aujourd'hui, il faut une radicalité de la démarche. Il faut une révolution agricole qui répare 3 choses fondamentales. D'abord, exorciser les dégoûts du travail de la terre. C'est fondamental. Il faut valoriser le travail de la terre. Deuxième chose, notre pays, c'est des peuples dans son environnement rural. Le long des frontières, il n'y a quasiment plus de vie. Ce qui incite le voisin à entrer. Les Mbororo au nord, les Centrafricains au nord-ouest, les Zambiens au sud-est, les Angolais, et pour les Rwandais, les Ougandais, les Burundais, n'en parlons même pas. Il faut provoquer un exode urbain pour que les Congolais repeuplent les villages abandonnés, les villages qui sont fertiles. La troisième raison, elle est fondamentale. Nous devons, comme toutes les nations du monde, comme toutes les civilisations du monde, apprendre à mettre dans un coin fixe de notre cerveau que l'agriculture est la mère de toute économie. L'économie dans un pays commence par
l'agriculture. Et ce sont des nécessités agricoles qui produisent d'autres aspects de l'économie et même permettent le progrès social. Voilà pourquoi la solution, la mienne, c'est dans mon livre « Militariser l'agriculture ». Militariser l'agriculture parce que lorsqu'on veut provoquer un exode urbain, on ne va pas demander aux citoyens qui sont libres de retourner au village pour s'adonner aux activités agricoles. Ils sont libres. Ils se concentrent dans des agglomérations urbaines qui n'offrent pas d'opportunités ni de travail ni d'investissement. Il faut créer, et personne ne nous l'interdit, une quatrième force à côté de la force aérienne, de la force navale, de la force terrestre, une force agricole militaire. Merci beaucoup, Monsieur Didier. Qui va se déployer dans l'arrière-pays, dans des espaces abandonnés, pour mettre en place, madame, ces kibbutz à la congolaise, les villages agricoles, et créer des circuits courts qui désenclavent les pays, qui fait la connexion systématique du pays et permettre à l'activité agricole d'avoir les marchés à proximité, d'avoir les lieux de conditionnement et de transformation à côté. Et ce n'est qu'ainsi qu'on pourra reprendre goût à l'activité agricole et considérer l'activité agricole comme l'activité mère de notre économie nationale. Merci beaucoup, Monsieur Didier. C'était très intéressant. Pour Monsieur Zoumana, quelle est la solution? Pour moi, je disais tout à l'heure que l'agriculture est une activité commerciale. Cela veut dire qu'il faut utiliser des approches scientifiques, techniques et économiques. C'est très simple. Si vous regardez par les producteurs, ils n'ont pas accès aux technologies. Donc, ils ont besoin, par exemple, pour produire un peu plus. Même s'ils produisent un peu plus, il n'y a pas les moyens qu'il faut, les infrastructures, mais aussi le marché pour pouvoir écouler ces produits. Il y a quelqu'un vient de parler de transformation. Mais l'agriculture à partir du marché. Quel est le marché que nous avons ici? Le marché des produits agricoles. Quels sont les besoins? Et à partir de ces besoins, il faut développer la filière. Il faut investir dans la filière en introduisant les technologies pour la production, les technologies pour la transformation, l'environnement pour les investissements. Et faire en sorte que tous ces acteurs, que ce soit les femmes, les jeunes, les politiques, parce qu'il faut créer un environnement politique qui permet aux gens de pouvoir exercer leur métier. Alors, je prends un exemple très simple, le poisson. Vous savez très bien qu'il est aberrant que la RDC puisse importer du poisson à cause de tout ce que nous voyons, même le fleuve Congo. Quand vous prenez le fleuve, tout ce que vous voyez, tous les, je sais pas comment on dit ça, les baies et tout ça, on peut faire la pisciculture. Mais ce n'est pas le cas. Et il y a un besoin. Ça veut dire qu'on connaît le nombre, les chiffres de l'importation de poissons en RDC. À partir de ces chiffres, on peut calculer le nombre d'étangs qu'on peut mettre en place pour produire le poisson qu'il faut et réduire petit à petit l'importation de poissons. Et la filière du poisson, que ce soit la pêche, la conservation, la transformation, tout cela va entrer en jeu automatiquement. Et ça va inciter les banques à pouvoir investir. Cela, ça ne se fait pas. C'est toutes les filières. Si vous regardez le manioc, si vous prenez le riz, on importe du riz. Alors, pour résumer, l'agriculture est basée sur une approche scientifique. Si vous utilisez la science pour l'agriculture, c'est-à-dire l'introduction des technologies, les approches pour la transformation, cela va permettre aux acteurs de s'organiser et de pouvoir développer les filières. Mais à cela, il faut y ajouter le rôle du gouvernement. Parce que le gouvernement doit nécessairement créer l'environnement propice, faire en sorte que les infrastructures, évacuer les produits, les taxes, l'incitation aux investissements, l'incitation des jeunes à s'intéresser à l'agriculture, l'incitation des autres secteurs. Et souvent, on parle d'agriculture, on l'isole. Il a parlé, il est spécialiste en énergie. Les femmes qui amènent la chikwang, par exemple, à RDC, vous avez vu comment elles produisent la chikwang au bord des rivières? Il n'y a pas d'énergie. Donc, le produit ne peut pas être de bonne qualité. La transformation a besoin d'énergie et d'eau potable. Merci, si M. vous n'avez pas d'eau Zoumana. potable, le produit que vous avez ne peut pas être de qualité. Merci. Merci beaucoup, M. Zoumana. La parole est à Mme Alice.
Merci beaucoup. En fait, nous, le mot-clé, c'est la valorisation des produits locaux. Tant que nous n'avons pas une stratégie pour valoriser nos produits locaux, même si ces produits sont là, personne ne va les acheter. Et quand je vois les aspects liés à la valorisation des produits locaux, c'est des questions liées à la labellisation, au contrôle qualité et aussi à toute une politique d'encourager les gens à manger ce qui est produit chez nous. Ouais. Parce que vous savez combien d'ananas, combien de pastèques, combien de pourrissent sur la route. Et quand ça arrive, on n'a pas autre chose que le prendre tel qu'il est en l'état brut. Or, il y a moyen d'aller maintenant vers une vraie transformation. Et là, je crois que le ministère de l'Industrie est vraiment interpellé ici. Parce que c'est là où les normes doivent être réellement faites. C'est là où ce qu'on appelle la promotion de l'invention et tout soit fait. Et tant que notre produit... J'étais un jour très scandalisée quand je me suis retrouvée dans un